savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle qui a un peu surpris tout le monde ce matin. Une nouvelle qui rapportait des incidents violents dans le métro hier, particulièrement dans une seule station de métro, la station... Deux événements inquiétants. Là. Deux événements inquiétants. Station Lionel-Groulx dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Le premier événement au départ... Disons-le, pour les gens pas familiers ou de l'extérieur de Montréal, c'est une grosse station, jonction entre deux lignes, donc une station quand même qui a du monde, là, qui a du trafic. Ouais, il y a du volume, il y a du trafic, et là, durant la soirée, les policiers du SPVM qui se rendent sur place parce que il y a un itinérant qui aurait été sauvagement battu et même poignardé, là, ni plus ni moins, dans la station de métro. Au départ, on parlait de 5 jeunes, puis quand on dit jeunes, là, des mineurs pour la grande majorité dans ce groupe de 5 jeunes-là. Puis au départ, c'était pas clair là, le motif de cette agression-là. Mais quand on dit agression, c'est coup de pied, coup de bâton, puis finalement poignardé. Voilà, parce que bâton, là, pas une branche trouvée à terre, un bâton télescopique, là, donc on se comprend qu'il sert évidemment à tabasser les gens comme ça. Et là, poignardé par la suite. Départ, on pensait, là, du côté policier, tout comme dans les médias puis dans l'opinion publique, que c'était un peu un acte complètement gratuit. Depuis, on a appris des sources policières que ça a changé un tout petit peu. On irait plutôt vers un geste intentionnel parce que les 5 jeunes en question œuvreraient dans un trafic de drogue et l'itinérant qu'ils auraient tabassé aurait eu des liens supposés, là, justement, là, de vendeurs et acheteurs de drogue. On se comprend bien. Et là, c'est plus tard aujourd'hui, on a arrêté finalement les 5 jeunes. Au départ, c'était 4. On a fini par retrouver le 5e qui a, attachez votre truc, 14 ans. On avait un jeune là, de 13 ans, celui de 14, 15 ans, 17 ans et 18 ans. On se comprend, il y a un seul majeur et vacciné parmi les 5 là, puis c'est celui de 18 ans. 13, 14, 15, c'est des ados là, qui sont impliqués dans un crime violent. Puis entre toi et moi, si c'est un crime complètement gratuit de violence, parce que l'hypothèse, c'était comme on prend un sans-abri puis on joue avec, là, on sac une volée, c'est comme un jeu de violence. C'est terrible. Mais là, quand t'apprends qu'ils sont dans le commerce de la drogue, puis genre des drogues dures un peu, puis tu dis, ouais, est-ce que c'est mieux ou pas mieux, ou pire, ou tu sais, je sais plus trop quoi penser, là. Mais à 13, 14, 15 ans, dans les deux cas, t'es pas bien parti dans la vie, là. Oui, puis dans ces suspects-là aussi, Mario, il y a des jeunes qui ont des antécédents quand même, là, de crimes qui sont pas drôle du tout. Là. Moi, ça m'a jeté en bas de ma chaise quand j'ai appris, entre autres, que le plus jeune là, du groupe, selon les informations de nos collègues Maxime Delan et les autres de QMI et du Journal de Montréal, jeune de 13 ans, lui, il y aurait un dossier là, devant la Chambre de la jeunesse pour violence conjugale. 13 ans. Je savais pas que tu peux avoir violence conjugale mineure. Je savais pas que cette accusation existait chez les mineurs. Moi non plus. C'est honnêtement la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, un dossier donc de violence conjugale qui aurait été déjà là, donc dans lequel ce jeune-là aurait été impliqué devant la Chambre de la jeunesse. Et donc, on serait curieux de faire une entrevue avec ses parents quand même. Savoir est-ce qu'ils sont dépourvus, est-ce qu'ils s'en sont occupés, est-ce qu'ils ont vu venir ça, est-ce qu'ils méritent le titre de parent? Fallait pas que je dise ça. Non, mais c'est non, comme... tu peux le dire, Mario. Je pense qu'on est rendu au point où tu peux le dire, là, sincèrement. Je sais pas, parce que je suis toujours prudent, parce que moi, dans ma vie, j'ai connu des gens qui étaient des bons parents, puis à un moment donné, il y a un enfant qui est parti croche, là, à un certain âge, des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, puis ça arrive. Mais là, sur le nombre, sur le glissement, sur tout ce qu'on voit à Montréal, entre autres, là, de jeunes... parce que là, c'est 2 en 2 semaines. La semaine passée, l'histoire a fini sur le fait que les jeunes se sont tués en auto. Oui, 2 jeunes. Parce qu'ils étaient poursuivis par la police, ils conduisaient en fou, puis ils ont frappé un arbre, puis ils se sont tués en auto. Mais dans le cas contraire, là, on aurait eu... Mettons qu'ils se tuent pas en auto. Là, ils font un petit accident plus mineur, puis ils frappent pas un arbre. La police les arrête. T'aurais l'histoire d'un jeune de 14 ans... Avec une arme à feu. Accusé d'avoir tiré, d'avoir tentative de meurtre, puis sur des passants, là, des gens qui allaient travailler, qui montaient dans leur véhicule, au hasard sur la rue, 2 fois, là, tiré sur 2 hommes qui allaient travailler. C'est inquiétant. Là. C'est complètement renversant. C'est complètement renversant, puis c'est des cas aussi, là, mi-février, il y en a d'autres des exemples. Mi-février, c'est 2 ados de 14 ans qui ont été arrêtés, puis ça, c'était une série de vols à main armée, encore une fois, où dans le métro, il y avait comme une fausse arme, là, pointait sur les gens dans le métro comme une fausse arme, puis ensuite, ils usaient de violence, là, les frappaient pour obtenir de leur argent, puis après ça, partaient avec le butin. 14 ans, 2 jeunes, 14 ans, dans le métro. On se comprend, là. Il y a des signes qui sont assez inquiétants, merci. Mais c'est même pas là toute l'histoire, Mario. Parce que là, on a d'un côté cet événement-là qui se produit,
Et là, moins de 2 heures plus tard, il y a une jeune femme qui passe dans le métro et qui reçoit un coup de poing en plein visage de la part d'une itinérante là, pour aucune raison apparente. Puis, double choc, on apprend ce matin que c'est la fille de notre collègue ici, animateur à Cube, chroniqueur dans le Journal de Montréal, Richard Martineau. C'est sa fille, sa propre fille, donc qui a été agressée, là, ni plus ni moins, dans le métro. Coup de poing dans le visage. Heureusement, là, elle s'en sort, dit-on, là, œil au beurre noir, blessure apparente, mais on va plus loin que ça. Rien de conséquences à long terme. Voilà, rien de trop grave. Pas de conséquences à long terme, sinon ce fameux sentiment d'insécurité. J'ai l'impression que quand t'as été agressé une fois ou frappé dans le métro, tu dois plus, en tout cas pour un méchant bout de temps, tu dois plus le prendre de la même manière. Mais je voyais, tu vois, il y a quelqu'un qui a réagi à ça. Je sais pas si tu pourrais le retrouver. Quelqu'un qui a réagi à ça, puis je trouvais que sa réaction était intéressante sur les réseaux sociaux, qui dit, c'est pas Alexandre Gauthier, je pense que c'est un étudiant au doctorat, quelque chose comme ça, c'est ça. Il dit, je prends le métro 5 jours par semaine, parfois plus. Là. Je peux vous assurer que dès que je mets le pied dans une station, je deviens hyper vigilant. Et le gars dit, j'ai 31 ans, je suis un homme, 31 ans, je mesure 6 pieds 1, je pèse 200 livres. Je suis capable de me défendre, mais je suis toujours sur mes gardes. Je n'imagine pas la peur qui doit habiter les adolescentes, les femmes et les personnes plus âgées qui attendent la ville pour agir. Je suis tellement d'accord avec ça, Mario. Moi, tous les jours, je suis dans le métro, puis regarde, cette semaine, il y a ma copine m'appelle, elle m'a texté un peu en panique en disant « Viens me rejoindre, on était censé se rencontrer une station de métro. » C'est arrivé mercredi, puis il me texte, elle dit « il y a un fou, un gars qui vient de me hurler après dans le métro, aucune raison. J'étais dans son chemin, les escaliers roulants, il m'a suivi, il m'a insulté. » Voyons, mercredi, 6 heures le soir. Puis j'en entends des témoignages comme ça sans cesse. Je dis pas, tu sais, j'entends notre collègue Benoît Dutrisac là, qui est pas tendre envers M. Caldwell de la ville. Moi, je veux pas, tu sais, je comprends là, que lui doit être désespéré aussi comme élu municipal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais il va falloir faire quelque chose. Là. Il va falloir prendre ça au sérieux. Puis il n'y aura pas une solution miracle. Puis là, après ça, tu vas te retrouver, tu vas sortir du métro des personnes avec des problèmes de santé mentale. Je sais déjà ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, on sait pas quoi faire avec, on sait pas où les mettre, on sait pas où, dans certains cas, ils sont carrément sans domicile fixe, sans abri, fait que tu fais quoi? La solution est pas facile, Mario, puis ça vient avec une autre nouvelle aussi qu'on peut lier là, quand même au travers de tout ça qui est tombé aujourd'hui. C'est la direction de la santé publique de Montréal qui a mis un avertissement par rapport à des opioïdes là, qui causent là, à date un mort, plusieurs surdoses là, dans les derniers jours ici à Montréal. Plus fort que le fentanyl. Et tabarslac, 25 fois plus fort que le fentanyl, Mario. Qui faisait déjà des morts. Qui faisait déjà des morts, des overdoses partout dans la métropole. Je rappelle que depuis là, le début des années 2000, ça a triplé le nombre de surdoses là, d'année en année ici là, à Montréal. Puis que ça fait des ravages un peu partout. Là. Il y a des villes aussi de plus en plus au Québec. Moi, j'entends ça en région. Il y a des gens qui consomment de plus en plus. Là, l'exemple de Jonquière a été énoncé un peu plus tôt là, par des collègues ici, aussi où il y aurait beaucoup de gens de plus en plus qui consomment là, de ces opioïdes. Puis là, dans ce cas-ci, c'est encore plus sournois parce que ce contrefait, qui est 25 fois plus fort, jusqu'à 25 fois plus fort que du fentanyl, c'est comme des faux comprimés. C'est des gens, dans le fond, qui prennent des comprimés qui existent déjà, pharmaceutiques, d'hydromorphone, entre autres, puis vont les copier, son contrefait ressemble à une espèce de petit truc triangulaire avec des coins arrondis. Ça a une apparence similaire, c'est à s'y méprendre, mais ça contient toutes sortes de cochonneries, d'opioïdes de synthèse qui sont tellement forts que pour quelqu'un là, qui en a jamais fait là, ou qui en fait, mais à une plus forte dose habituellement, ça peut rapidement devenir mortel. Puis c'est des chiffres qui reviennent, Mario, puis qui se joignent, là, je le disais, à ces épisodes. Beaucoup d'itinérance à Montréal. C'est un problème qu'on n'a aucune idée comment véritablement diguer. Puis malheureusement, il y a beaucoup de problèmes d'itinérance qui se mêlent avec des problèmes de consommation de drogue. Puis c'est d'ailleurs les statistiques de l'Institut national de la santé publique du Québec là, qui disent qu'il y a tellement une grosse surreprésentation de la population itinérante parmi les consommateurs d'opioïdes. Ça explique, des fois, Mario, de la violence, de l'agressivité, comme on en voit dans le métro. Moi, je suis convaincu que le mélange santé mentale, drogue dangereuse, c'est vraiment là, un mélange terrible. Un empirant l'autre. Puis là, dans certains cas, les gens cessent de prendre les médicaments stabilisateurs qui sont nécessaires pour leur état de santé mentale, qui sont recommandés, qui sont des médicaments vraiment là, qui assurent leur... on va dire, leur capacité de fonctionner en société. Fait que t'arrêtes de prendre ces médicaments-là, nécessaires,
puis là, tu prends de la drogue à la place. T'imagines le cocktail, le résultat? Ouais, ce résultat-là est visible. Et on va le dire comme ça. Actualité. On a eu plus tôt aujourd'hui une lettre de Gabriel Nadeau-Dubois, le chef de Québec solidaire, co-porte-parole, qui vient enjoindre le gouvernement Legault à s'asseoir avec lui pour être capable d'élargir la portée de la loi, comme on l'appelle, Françoise David. Cette loi adoptée en 2016 qui protège, entre autres, les personnes plus âgées qui ont un domicile depuis longtemps, pour pas se faire évicter de leur logement essentiellement. Ouais. Et là, on parle de vouloir l'élargir du côté de Québec solidaire. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Et là, même si le gouvernement de la CAQ a déjà accepté d'ouvrir le dossier du projet de loi donc, qui a été proposé par Québec solidaire, il n'y avait pas de signe jusqu'ici qu'on allait vouloir l'adopter. Et là, on tend la main du côté de Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, parce que les trois critères là, de la loi, c'est une loi quand même, malgré tout, assez simple. C'est que une personne, présentement, la loi, là, présentement, qui existe, une personne âgée de 70 ans et plus, qui est dans le même logement depuis 10 ans ou plus, et qui est pauvre, donc en bas d'un certain seuil de revenus, ne peut pas être évincée. C'est ça la règle. Donc là, ce qu'ils demandent, eux, c'est d'élargir la plage de temps, en fait, de réduire la plage de temps qui te rend admissible. Donc, plutôt que ce soit 10 ans, que ce soit 5 ans à vivre dans le même logement, et plutôt que l'âge soit 70 ans, que ce soit 65 ans. Et là, Québec solidaire dit être prêt à négocier avec le gouvernement sur les trois critères. Donc, le niveau de revenu pour être admissible, l'âge 65-70, la fourchette d'âge, et le nombre d'années depuis lesquelles tu serais dans le même logement. L'ancienneté. C'est ça, exactement. Donc, on dit être prêt à discuter des trois critères. Moi, je trouve que c'est une bonne intervention de Québec solidaire. Je pense d'abord que politiquement, les gens aiment ça, qu'un parti dise, regarde, là, moi, je veux des résultats, je suis prêt à discuter, t'es pas au pouvoir. Ce Québec solidaire peut bien, eux, penser qu'ils ont des bonnes idées, ils n'ont pas gagné la dernière élection, mais d'arriver avec une approche comme ça, je trouve ça efficace, ça met beaucoup de pression sur le gouvernement, parce que de dire non à ça devient très difficile. On a toujours la même question, c'est que tout ce qui resserre, mais là, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on parle quand même de personnes très vulnérables, ça peut être un nombre de personnes limité. Par contre, tout ce qui complique la vie aux propriétaires, il faut toujours penser que si ça a pour effet, c'est ça que le gouvernement doit vouloir mesurer, si ça a pour effet de décourager des constructions de nouveaux logements ou de démotiver des constructeurs à construire des nouveaux logements, ben là, tu veux pas ça. La priorité présentement, c'est plus de logements, c'est de construire davantage pour lutter contre la crise du logement. Voilà, mais c'est quand même... Mais c'est une intervention politiquement là, impeccable aujourd'hui de Gabriel Nadeau-Dubois. Surtout qu'il y a une pointe là-dedans, Mario, directement pour la ministre du Logement, France-Hélène Duranceau. Il se cache pas pour le dire, il dit « Elle est impopulaire en ce moment, ses mesures sont pas populaires, ça pourrait redorer son blason si vous asseyez avec nous. » C'est sûr que c'est une pique qui interpelle. Économie. On a eu des commentaires qui sont sortis aujourd'hui, Mario, de la mairie de Montréal pour réagir aux affirmations de Denis Coderre, l'ancien, lui, maire de Montréal, qui était d'ailleurs, si vous avez raté cette entrevue, un peu plus tôt, ici, là, à notre micro, avec Sophie Durocher, entrevue long format, là, pour parler de toutes sortes de sujets, outre que la politique, pour M. Coderre. Mais là, c'est des commentaires très politiques que passe, on s'entend, Denis Coderre depuis quelques mois déjà. Oui, et les commentaires qui font réagir, c'est des choses qu'il m'a dites hier à LCN et qui concernaient directement la mairesse de Montréal et qui ont vraiment fait, péter les plombs à l'hôtel de ville, si je comprends bien, telle sorte que l'hôtel de ville a répliqué aujourd'hui. Voilà, puis les deux affirmations, les voici. M. Coderre a dit qu'aux funérailles de Brian Mulroney, lorsqu'il y avait la chapelle ardente ici à Montréal, mais qu'il n'y aurait eu aucun représentant de la ville de Montréal, pas un chat, pour reprendre ses propos, qui se serait présenté sur place, alors qu'on voyait le maire Bruno Marchand, l'ancien maire de Toronto, John Tory, qui était là aussi, Catherine Fournier de Longueuil était là également, mais la mairesse Plante n'y était pas. Là. Ça, c'est clair, net et précis, elle n'y était pas. On dit qu'elle avait un engagement de longue date qui ne pouvait pas être déplacé, mais quand il affirme qu'il n'y avait personne de la ville sur place, mais ça serait faux. Là. Il y aurait la numéro 2 de la ville, le Martine Museau-Muellé, qui est vraiment celle qui est toute désignée après Mme Plante pour tout ce qui est protocolaire. La présidente du conseil. Oui, exactement. C'est juste que c'est une... En tout cas, ce qui me concerne, on la connaît très, 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 très peu. Le public la connaît peu. Je ne sais pas où se situe la vérité là-dedans. C'est vrai que la ville de Montréal a paru absente.
Est-ce que faudrait retrouver là, dans les sièges, dans le protocole officiel, est-ce que vraiment cette dame était inscrite, représentante de la mairesse de Montréal, représentante de la ville de Montréal, et assise au banc, là, dans l'église, dans la basilique, là, vraiment reçue du point de vue protocolaire comme la représentante de la ville? Est-ce qu'on l'a inscrite comme ça au protocole? Ou est-ce qu'elle est juste allée? Il reste un petit peu de flou sur celle-là, mais j'ai trouvé ça gros quand Denis Coderre m'a affirmé ça, que la ville... Mais c'est vrai que la mairesse n'était pas là, et c'est vrai qu'on a vu le maire Marchand, on a vu la mairesse Fournier, on a eu cette impression que Montréal n'était pas représenté. En même temps, si t'es représenté par quelqu'un que personne connaît, ça peut devenir discret aussi, là, c'est qu'on le sait même pas. Là. Ouais, on se comprend que c'est vraiment, là, sur la forme... M. Coderre semble avoir raison, mais sur le fond, il y avait quelqu'un... C'est ça. Et voilà. C'est ce que prétend la ville, c'est ce qu'affirme le bureau de la mairesse. Oui, et en deuxième lieu, il a affirmé quelque chose d'encore plus gros. Honnêtement, Mario, moi, j'avais fait le saut lorsque je l'ai entendu parler avec toi, justement, disait que la mairesse Plante ne se représenterait pas aux prochaines élections. Ça, il l'avait dit la veille, en fait, parce que lui, il y a encore une chronique sur une radio AM, là, et il l'avait dit la veille. C'est pour ça que c'est pour ça que je le recevais, même c'est sur ce sujet-là. Et il m'a répété ça. Là. Valérie Plante, lui, il disait avoir 2 sources solides, puis pas 2 personnes qui se connaissent et qui se sont contaminées une l'autre, qui deviendraient une seule source, mais 2 personnes distinctes qui se sont pas parlé entre elles, puis qui lui ont ramené la même information que Valérie Plante ferait circuler qu'elle se représente plus. Valérie Plante jure le contraire. Ouais. C'est sûr que dans ce temps-là... mais là... Il n'y a pas grand-chose à dire autour de tout ça, là, je veux dire. Non, mais là, c'est sûr que pour l'instant, Denis Coderre semble avoir fourni une fausse information sur la mairesse. Mais mettons que dans 6 mois, Valérie Plante annonce qu'elle ne se représente pas, on sera obligé de dire Denis Coderre avait été le premier à nous avertir. Mettons qu'on recule de tout ça, Mario. Mais mettons qu'on recule de tout ça, c'est tu te dis, est-ce qu'il s'en va à la chefferie du Parti libéral? Il est commentateur ou il est commentateur de politique municipale? Ça, c'est la vraie question, parce que techniquement... On dirait qu'il ne peut pas s'en empêcher. Hein? Ben, si t'es candidat à la chefferie du Parti libéral, là, Valérie Plante n'est pas sur ton chemin. Là. Ça te concerne plus. Elle n'a pas rapport. À la limite, tu vas devoir travailler main dans la... Si tu deviens premier ministre du Québec, tu vas devoir travailler main dans la main avec elle pour le bien de Montréal. Fait que ça, c'est le bout. Dans cette histoire-là, pour moi, c'est le bout qui est problématique. Là. Économie. Une nouvelle qui est tombée il y a peu de temps qui concerne les employés de Souci International, une entreprise de Drummondville, peut-être moins connue par le grand public, Mario, mais les gens de la région savent que c'est une entreprise qui a non seulement reçu beaucoup d'argent de fonds publics dans les dernières années, même dans les derniers mois, mais surtout qui ferait une technologie assez essentielle, merci, dans certaines industries très critiques, là, parce que eux font, entre autres, des pièces de système comme des chenilles en caoutchouc pour, du matériel agricole, matériel de construction, mais aussi des tanks, des chars d'assaut. Oui, exactement. Du matériel militaire, agricole, minier, pétrolier. Ils sont dans toutes sortes de secteurs comme ça, là, et vont fournir donc du matériel qui est essentiel de ce côté-là. Mais là, voilà qu'on annonce aujourd'hui que moins de 2 mois, là, après avoir reçu encore une fois des millions du gouvernement, on parle d'un licenciement massif pour l'entreprise. 75 de ses employés, c'est à peu près 20 à 30% des effectifs au Québec de l'entreprise qui viendraient tomber. C'est quand même une nouvelle qui est grosse là, pour les gens de Drummondville, pour la main-d'œuvre dans le coin, mais surtout, ça tombe d'un peu nulle part. Là. Mais c'est étonnant, à ce moment-ci, on se demande, parce que c'est pas des secteurs présentement, minier, l'armée, c'est triste à dire, mais techniquement, c'est une industrie qui va très bien, l'armée, qui va trop bien avec les guerres ces dernières années. C'était difficile pour nous. Écoute, on connaît pas l'industrie par cœur, mais c'est difficile de voir le ralentissement qui puisse vivre. Oui, parce qu'eux expliquent avoir eu beaucoup de commandes, puis avoir grossi tout ça dans les dernières années, avoir embauché trop de gens, puis d'avoir maintenant coupé dans le gras d'avoir eu. Oui, sauf que nos collègues du journal ont tenté d'avoir plus de réponses, ont posé beaucoup de questions, puis Souci International reste là, et demeure très, très secrète là, au travers de tout ça. Ils ne veulent pas divulguer le nombre exact de leurs employés qu'ils ont au Québec ni ailleurs. Expliquent que les subventions qu'ils ont reçues, parce que c'était 5 millions de dollars qu'ils ont reçus juste en février dernier là, du gouvernement fédéral. Et là, expliquent que cet argent-là, ça n'a pas rapport avec les nouvelles embauches, que c'est pour des projets long terme, puis que ça n'a pas rapport avec la main-d'œuvre. C'est sûr que ça accroche toujours. Là. Ça se peut que ce soit entièrement légitime, tout ça. Mais ça accroche toujours l'oreille quand même là, de voir qu'il y a des licenciements comme ça. Absolument. Là, c'est un dossier économique, j'ai l'impression qu'on va suivre dans les semaines à venir et peut-être même que les gouvernements vont être interpellés là-dessus. Le Monde.
Hey, après un séisme plus tôt cette semaine qui a eu lieu à Taïwan, on se comprend, celui-là était un peu plus dramatique. Mais là, il y en a eu un deuxième beaucoup plus près de chez nous, Mario. New York City, la grosse pomme qui a été frappée ce matin, un séisme de 4,8 sur l'échelle de Richter. Surtout dans le New Jersey, ce que je comprends, là, de l'autre côté de la rivière Hudson. Voilà, puis même que ce matin, la toile s'est emballée, Mario, parce que semble-t-il que l'épicentre de ce séisme n'est nulle part ailleurs que sous ou très près du club de golf Bedminster de Donald Trump dans le coin. Ben oui, je te le jure. Et voilà, ben c'est pas juste une drive de Donald Trump, il frappe tellement fort que ça a fait trembler la terre. Mais ça aurait pu. Hein? Lui qui est champion, double champion même dans de son club, propre club de golf. Oui. Voilà, mais non, ça ne semble pas avoir été provoqué par Donald Trump, mais c'est quand même là tout un séisme qui a frappé sur place. On se comprend, pas de dégâts, pas de blessés, pas de morts, mais dans une région, je lisais que le New Jersey, ça c'est peut-être le plus gros tremblement de terre quasiment de l'histoire de l'État, là, depuis les années 1800, 1700, quelque chose, depuis que l'État du New Jersey existe. Et voilà, puis c'est pour ça, ben, ça a donné une bonne frousse à beaucoup de gens, des vidéos là, qui ont été propagées des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux là, qui montrent des piscines avec de l'eau qui revole d'un bord puis de l'autre, puis des gens qui sont dans leur cuisine. Moi, j'en ai vu une d'un petit chien énervé, là, un chien qui, quelques secondes avant le tremblement de terre, non mais c'est vrai que les animaux sentent les premières vibrations avant que l'humain se rende compte que la terre tremble, là, et que le chien vient énervé, puis là, genre quelques secondes après, ça commence à brasser. Ben voilà, et il en fallait pas moins, Mario, pour que certaines personnes commencent à s'emballer en se disant « Wow, une éclipse, un tremblement de terre, très près l'un de l'autre. Est-ce que c'est un signe de Dieu? » On en reparle un peu plus tard ensemble, Mario. Ouais, mais c'est l'affirmation d'une alliée de Donald Trump, là, Marjorie Taylor Greene, qui a dit « Dieu nous demande aux Américains de se repentir. » Ni plus ni moins. Dieu, tremblement de terre, éclipse, c'est-tu pas beau tout ça? Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.